Est-ce que vous ou quelqu'un dans votre entourage êtes dans une relation toxique avec un pervers narcissique, que ce soit du côté personnel ou du côté affaires? C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'experte Annabelle Boyer. Restez là. Annabelle, bonjour! Salut Pamela! Alors, un sujet super intéressant qu'on va débuter tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Les relations toxiques avec un ou une, on va utiliser le masculin pour le bien du podcast, mais avec un pervers narcissique. Pour ceux et celles qui ne seraient pas certains de la définition exacte de relation toxique, tu pourrais décrire ça comment? En fait, dans les relations toxiques, on a deux types de personnes. On a les personnes qui sont avec des comportements manipulateurs et on a ce qu'on appelle les pervers narcissiques. On pourrait avoir aussi les catégories de sociopathes ou de psychopathes parce qu'eux autres aussi, évidemment, vont avoir des comportements de manipulation. Dans le cas de quelqu'un qui a des comportements de manipulation, c'est-à-dire qu'il adopte de temps en temps des comportements pour gagner quelque chose, pour obtenir un gain. Mais ça, tout le monde fait ça. Tout le monde, sans exception. Quand on essaie de négocier avec le conjoint ou la conjointe ou avec les enfants sur tel restaurant plutôt que tel autre, bien, il est possible qu'on utilise certains arguments qui sont plus de l'ordre du chantage affectif où on essaie de prendre l'autre par les émotions. Donc là, on est dans des comportements de manipulation. On va appeler ça de l'influence plus positive parce qu'il n'y a pas de grand enjeu, évidemment, majeur pour l'autre personne. Il n'y aura pas de catastrophe nucléaire. Mais on peut aller vers des comportements de manipulation beaucoup plus prononcés. Dans le cas de la perversion narcissique, là, on rentre dans la définition qui est dans le DSM-5, donc l'espèce de Bible que les médecins vont utiliser, que les psychiatres vont utiliser et que tu as justement et qui permet de faire un diagnostic. Et la perversion narcissique, on rentre donc dans la catégorie d'un trouble, d'une maladie mentale qui ne se guérit pas. Donc, on est dans des comportements qui sont imprégnés dans la personnalité de l'individu pour toutes sortes de raisons et qui vont se mettre en place, en fait, dès l'enfance, non pas par des comportements abusifs, mais plutôt par le fait que l'enfant a eu des parents inconstants et incohérents. Donc, par exemple, un parent monoparental qui est fatigué et l'enfant qui, le vendredi, fait exprès de dire « Maman ou papa, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça », et le parent, à bout de nerfs, va finir par le donner, bien, l'enfant comprend que s'il insiste, il va finir par avoir ce qu'il veut à l'usure. Donc, il peut user son parent et obtenir ce qu'il veut. Et à force de tester, si le parent est souvent inconstant ou incohérent, des fois il dit oui, des fois il dit non, mais l'enfant, pour lui, un non, ça ne veut pas vraiment dire non, ça veut dire peut-être, il suffit d'essayer dans un autre moment où papa ou maman va être plus fatigué, va être à bout de nerfs. Et c'est ça qui va donner en fait un pervers narcissique. Donc un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui agit pour lui, au détriment de l'autre et pour qui la limite n'existe pas. Voilà. Est-ce que le pervers narcissique et, par exemple, TPL avec trait de narcissisme, c'est la même chose? Non, c'est autre chose. Le trouble de personnalité limite, on est vraiment dans un autre comportement, alors que la perversion narcissique, bien évidemment, dans la perversion narcissique, il y a le côté narcissique. C'est je me moi qui compte. Il n'y a que ma petite personne qui compte. Donc, je fais les choses pour moi et j'essaie de toujours gagner quelque chose. Donc, le pervers narcissique, il pense toujours en termes de dominant, dominé, gagnant, perdant, supérieur, inférieur. Donc, lui considère qu'il est supérieur, il a le droit, il mérite et les autres lui doivent. Donc, on est dans la partie très narcissique où il est la priorité ultime au détriment des autres. Donc, pour lui, il n'y a pas de formule gagnant-gagnant. Pour lui, ce que tu as lui appartient. Donc, il va s'arranger pour le prendre. La perversion, là, on rentre dans des comportements de chantage affectif, dans des comportements de manipulation, dans des comportements de mensonge, où là, il va trouver toutes sortes de chemins différents pour obtenir ce qu'il veut, ce qui implique de te détruire. Donc, de te détruire par des comportements de dénigrement. Donc, il va avoir des paroles extrêmement dévalorisantes et vexatoires, diffamatoires,
à ton égard devant toi. Donc, il va te faire des commentaires du genre t'as-tu vu de quoi t'as l'air? Parce que franchement, une chance que tu es avec moi, il n'y a personne d'autre que moi qui voudrait de toi. Fait qu'à un moment donné, tu te mets à douter de quoi tu as l'air physiquement. Il va faire des commentaires comme ça qui vont aller en gradation. Et dans la même journée, on peut avoir des moments de wow, t'es extraordinaire, une chance que t'es dans ma vie. Et 10 minutes après, franchement, t'es vraiment imbécile, t'es vraiment pourri. Ce qui fait que la personne ne sait plus comment se comporter. Elle n'a plus de repères stables. Elle ne sait pas comment se comporter et elle doute continuellement de ce qu'elle dit et de ce qu'il fait qui pourrait provoquer les écarts de conduite et les écarts de parole de l'autre personne. Donc, un pervers, c'est dans le fait que le comportement est tellement perverti que tu ne sais pas à quoi t'attendre, mais peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, ça va se retourner contre toi, il va l'utiliser. Et tu as dit tantôt que ça ne se guérit pas, mais est-ce que ça se maîtrise? On a remarqué que chez des jeunes enfants, si on a des éducateurs, par exemple des psychoéducateurs, vraiment formés à intervenir, on peut à ce moment-là recadrer une partie du comportement. Mais il faut bien comprendre que chez ces gens-là, on a plusieurs études qui démontrent qu'il manque des neurones miroirs dans le fonctionnement du cerveau. Les neurones miroirs, ce sont les neurones de l'empathie. Quand je vois quelqu'un qui a de la peine, mes neurones miroirs vont reproduire le non-verbal que j'observe, vont me le reproduire dans mon cerveau pour que je puisse comprendre, ressentir ce que la personne vit et comme ça comprendre que la personne a de la peine. Donc, les neurones miroirs me font vivre ce que la personne vit. Donc, ça me fait vivre ce que j'entends et ce que je vois pour que je puisse comprendre l'émotion de l'autre. Chez le pervers narcissique, au même titre d'ailleurs que chez le psychopathe et le sociopathe, il manque des neurones miroirs. Les neurones miroirs ne s'activent pas comme elles devraient et les neurones miroirs sont en moins grand nombre. Et pire que ça, on a constaté que quand les pervers narcissiques, au même titre d'ailleurs que les sociopathes et les psychopathes, quand ils sont témoins de scènes où quelqu'un souffre, non seulement il y a moins de neurones miroirs qui s'activent, mais en plus, il y a des zones de plaisir qui s'activent. Donc, ils ressentent du plaisir en voyant la souffrance des autres. C'est pour ça que ça, c'est un dysfonctionnement du cerveau et c'est pour ça que ça ne se soigne pas. Et généralement, c'est des gens qui vont avoir plusieurs victimes sur plusieurs années parce que c'est des gens qui sont difficiles à confronter et c'est des gens, évidemment, qui vont viser le plus possible des situations où ils peuvent avoir du contrôle sur quelqu'un, ils peuvent avoir du pouvoir sur d'autres, mais ça ne veut pas dire, évidemment, qu'ils vont toujours se rendre dans des postes d'autorité. Il y a beaucoup de pervers narcissiques qui n'arriveront pas à développer une vie saine parce qu'ils vont finir par rencontrer des gens qui vont faire preuve d'un très grand courage managérial pour les faire sortir des entreprises et ils vont finir par rencontrer des femmes qui vont rassembler leur courage ou des hommes qui vont rassembler leur courage et qui vont les sortir de leur vie. Parce qu'évidemment, chez les pervers narcissiques, on en a autant chez les hommes que chez les femmes. On parle souvent des pervers narcissiques masculins, mais il y a beaucoup de femmes qui sont dans des comportements de perverses narcissiques et qui font autant de dommages que les hommes. Est-ce qu'il y a un certain pourcentage qui sont plus populaires, par exemple, les femmes dans les relations personnelles puis les hommes dans les relations d'affaires, ou c'est pas mal égal? Avant, étant donné qu'on avait plus d'hommes dans des postes d'autorité, on avait plus de pervers narcissiques masculins au travail que de femmes. Aujourd'hui, ça s'équivaut pas mal. Dans les relations personnelles, c'est pas mal 50-50. La seule chose, c'est que les hommes ont plus de difficultés à dénoncer le comportement d'une femme perverse narcissique et souvent les gens ont de la difficulté à même concevoir qu'une femme pourrait avoir ce comportement-là jusqu'à ce que les autres soient témoins ou subissent ce genre de personnalité-là. Là, dans ce temps-là, ils comprennent que c'est aussi néfaste et aussi dangereux. Et bizarrement, il y a des stratégies qui se ressemblent beaucoup parce que dans les deux cas, quand on est sur le plan personnel, la sexualité est extrêmement présente, que ce soit chez un homme pervers narcissique
ou une femme perverse narcissique, la sexualité est très, 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 très présente. Le rapport à l'argent est complètement biaisé. Et dans les deux cas, bien évidemment, les gens vont essayer de prendre quelque chose à la victime. Par exemple, je me souviens d'un client qui avait rencontré une femme perverse narcissique. Lui, il avait des immeubles à revenus. Et madame essayait de s'organiser pour avoir son nom sur les documents officiels alors qu'elle n'avait rien investi là-dedans. Il les avait bien avant d'être avec elle. Ils étaient ensemble depuis seulement quelques mois et elle voulait avoir son nom notarié là, sur l'acte, sur le document officiel. Elle espérait aussi avoir la moitié du chalet alors que elle n'avait pas acheté ce chalet-là avec lui. Là. Ça faisait entre 3 et 5 mois qu'ils étaient ensemble. Donc, elle essayait de lui prendre ses biens. Lui, il connaissait beaucoup de gens. Elle voulait qu'il la présente à tout le monde pour essayer, elle, de développer son entreprise, mais en parlant en mal de lui à chacun de ses clients. Donc, elle essayait de lui voler sa clientèle. Elle essayait de lui voler ses idées. Elle était quelque chose. Puis, évidemment, chez les femmes, on va avoir plus de comportements, de fausses accusations, pour des agressions sexuelles ou pour de l'intimidation. On le retrouve davantage chez les perverses narcissiques. Et là, à ce moment-là, il faut faire très attention parce qu'évidemment, ça peut être extrêmement préjudiciable pour les vraies victimes d'intimidation ou de harcèlement ou d'agression. Et je me rappelle, Annabelle, pour avoir fait une de tes formations d'ailleurs sur les relations toxiques, qu'il y a des étapes. Oui. Ça ne se présente pas comme ça, hein? On ne vire pas du jour au lendemain à plus savoir qui on est, ce qu'on veut, puis à ne dépendre que d'une personne. J'aimerais ça peut-être pour la moitié là, du temps qui reste qu'on ait parlé justement des étapes, autant en personnel qu'en affaires. Dans les deux cas, en fait, la première étape, c'est une étape de lune de miel. Parce que quand on rencontre le pervers narcissique ou la perverse narcissique, dans les deux cas, on a l'impression, quand c'est sur le plan personnel, que c'est un coup de foudre extraordinaire. On a rencontré la personne idéale, la personne qui nous écoute. Et là, faites attention parce que, évidemment, si elle écoute, c'est qu'elle obtient aussi beaucoup d'informations sur vous. C'est la personne aussi qui va finir vos phrases, qui va vous faire parler de vos rêves, de vos projets. Parce que, évidemment, l'idée, c'est de vous faire miroiter que tout cela serait possible avec lui ou avec elle. Donc, vous allez avoir une impression de connexion. Au travail, ça va être la même chose. Vous allez avoir l'impression d'avoir rencontré le ou la partenaire d'affaires extraordinaire qui va vous permettre de propulser vos affaires, ou le collègue ou le patron qui va vous permettre enfin d'atteindre des sommets, d'obtenir le poste que vous vouliez, les tâches que vous vouliez, la promotion que vous vouliez. Donc, vous avez l'impression d'être avec un ou une mentor, quelqu'un qui va vraiment vous soutenir, qui va vous aider, qui vous comprend tellement. Ça, évidemment, c'est l'effet lune de miel. C'est l'effet de l'hameçonnage. L'étape suivante, bien évidemment, la personne va essayer de consolider son hameçonnage. L'idée, c'est de commencer à vous faire faire des tâches ou des actions que vous n'aviez pas l'habitude. L'objectif, c'est de vous faire sortir un peu de votre zone de confort pour vous déstabiliser, vous faire perdre vos repères. Donc, si par exemple, vous avez rêvé de voyager, mais vous n'avez jamais osé, cette personne-là va vous proposer un voyage dans le sud, un voyage en Europe, un voyage quelque part. Et comme c'est la première fois, vous allez être toute fébrile, mais comme c'est votre première fois, vous allez être plus proche de cette personne-là, vous allez vous appuyer sur cette personne-là. La personne peut vous proposer des activités que vous y avez déjà pensé, mais vous n'avez pas osé, un saut en parachute, quelque chose qui crée un effet quand même wow et qui va vous faire vivre des émotions intenses. Mais en même temps, il va y avoir des petits commentaires pour vous faire douter des autres relations, vous faire douter de la validité de vos relations amicales, vous faire douter de la loyauté de vos collègues, vous faire douter de l'importance des membres de votre famille et de leur compréhension à votre égard. Donc, ça va être des petits commentaires du genre, tu vois, tes amis là-bas, là, ben, la dernière fois, là, ils m'ont dit telle affaire sur toi. Là, moi, si j'étais toi, en tout cas, quand on a des amis comme ça, on n'a pas vraiment besoin d'ennemis. Et là, vous vous mettez à douter, puis vous n'osez pas trop en parler à vos amis, parce que vous n'êtes pas trop sûr.
Et il va y avoir plein d'autres petits commentaires comme ça. Et l'objectif, c'est de vous isoler, de faire en sorte que vous alliez moins vers vos amis, moins vers votre famille, moins vers vos collègues de travail, pour rester uniquement avec cette personne-là, parce que son emprise, à ce moment-là, se referme. Et plus on va avancer dans le temps, plus on va avancer dans des éléments plus confrontants où la personne va vous demander de lui rendre des services et va vous faire des tâches ou des actions de plus en plus importantes. Vous allez donc vous mettre à faire plein de choses en fonction de l'autre. Sur le plan personnel, vous allez vous habiller davantage en fonction des goûts de l'autre. Vous allez choisir des sorties qui plaisent à l'autre et vous allez délaisser des sorties qui vous plaisaient à vous. Vous allez faire des activités avec l'autre uniquement, plus d'activités seules ou avec des amis. Donc, tout est fait en fonction de l'autre. Sur le plan professionnel, c'est un peu le même principe. Vous allez pouvoir travailler avec cette personne-là, mais pas avec les autres. Vous ne pouvez plus leur faire confiance de toute façon. Et les commentaires vont s'amplifier. Maintenant, au lieu d'être juste de vous dire que vos collègues, vos amis, les membres de votre famille, c'est des gens pas fiables, c'est des gens qui parlent dans votre dos, c'est des gens qui vous aiment pas vraiment, c'est des gens qui vous comprennent pas tout à fait, c'est des gens qui pourront jamais vous propulser plus loin, alors que lui ou elle pourrait tellement vous amener plus loin. Là, il va commencer à mettre en valeur, à mettre en lumière tous vos petits défauts que vous connaissiez déjà et tous les petits défauts que vous pensiez même pas avoir. Donc, faire des commentaires sur votre façon de vous habiller, faire des commentaires sur votre façon de vous peigner, faire des commentaires sur des mots que vous avez choisis dans une conversation et même commencer à inventer des réactions qui n'ont pas eu lieu. En vous disant, tu sais, quand tu as dit telle chose à telle personne, ben là, franchement, tu sais, tu aurais pu te retenir, là. D'après moi, le dernier verre était trop. Vous ne vous souvenez pas d'avoir dit cette phrase-là à cette personne-là. Mais il s'est dit tellement de choses durant la soirée. Et là, il ou elle va même dire, oui, en plus, la personne, elle t'a répondu ça, puis là, elle a eu tel non-verbal. Là, franchement, tu sais, j'étais mal à l'aise, là, je ne savais pas trop quoi faire. Et là, vous allez vous remettre en question. Et le problème, c'est que quand on se met à se remettre en question, on se pose des questions, on se demande ce qui s'est passé, on se demande si on n'en a pas oublié un bout, on se demande si on a trop bu, on se demande si on a vraiment dit quelque chose qui était inadéquat. Et parce qu'on se pose 36 millions de questions, on vient de tomber dans le piège. Parce que le cerveau ne peut pas arrêter une question. Donc, quand on a des questions qui n'ont pas de réponse, le cerveau, il cherche en boucle. Et comme il n'y a pas de réponse parce que la situation n'existe pas, le cerveau va inventer ce que l'on appelle des faux souvenirs. Le cerveau va se mettre à implanter dans votre inconscient et dans votre conscient des souvenirs qui n'existent pas. Simplement pour arrêter les maudites questions. Donc, plus le pervers narcissique ou la perverse narcissique va vous faire douter de vous, va vous faire vous questionner sur vous-même, plus votre cerveau va se mettre à douter de lui et à inventer des souvenirs qui n'existent pas. Le problème, c'est que vous ne saurez pas que c'est des souvenirs qui n'existent pas. Vous allez vraiment croire que vous avez eu des propos inadéquats, que vous avez eu des comportements inadaptés. Vous allez y croire parce qu'en plus, le ou la PN va se mettre à insister et à vous le rappeler. Et il va rajouter des détails d'une fois à l'autre. C'est le principe du gars qui est allé pêcher, puis qu'au début, son poisson était long de même, puis après 10 jours, il est rendu long de même, puis au bout d'un an, il était long de même. Mais le PN ou l'APN fait la même affaire. Le souvenir, au début, c'était ça. Mais à force de le raconter, il l'amplifie, il en met tellement que même si au début, vous n'avez pas cru cette partie-là, il y en a tellement mis qu'à un moment donné, vous allez croire à la partie du début. Puis vous allez même croire à des parties plus grosses. Donc, vous allez douter de vos compétences, douter de vos qualités, douter de ce que vous êtes capable d'offrir. Vous allez douter de tout. Et là arrive la dernière étape. L'étape où il va vous pousser tellement loin, vous lui devez allégeance, vous devez faire ce que il ou elle vous dit. Vous ne pouvez plus exister sans il ou elle. Et il va vous pousser très loin. Et il va même vous dénigrer en public à ce moment-là. Donc, il va aller loin dans sa façon d'être inadéquat avec vous. Et si vous ne réagissez pas comme lui ou elle veut, il va tomber dans l'indifférence. Il va vous laisser mariner quelques jours. Pendant quelques jours, vous n'aurez pas de nouvelles de lui ou d'elle. Donc, il va à la pêche. Il s'arrange pour vous donner beaucoup d'attention. Et après un certain temps,
et ne donne plus de nouvelles pendant quelques jours, vous allez vous inquiéter, vous allez vous demander ce qui se passe. Mais comme vous avez eu énormément d'attention au début, vous êtes devenu addict à son attention. Et là, comme il devient complètement indifférent, comme il ne vous adresse plus la parole, comme il n'envoie plus de 36 millions de textos, bien, vous allez tomber en sevrage. Et là, vous allez vous demander ce qui se passe et vous ne serez pas capable de vous empêcher de penser à l'autre, peu importe son comportement. Et là, vous allez vous questionner, vous allez croire que vous êtes tellement en amour et que vous l'appréciez tellement et la preuve, c'est que vous vous ennuyez tellement. Ça, c'est pas une preuve d'amour. C'est une preuve d'emprise. Et après un certain temps, il va daigner vous donner des nouvelles. Et là, il peut avoir des comportements différents. Dans certains cas, je m'excuse, j'étais tellement occupée. Ou, ah ben là, je pensais pas que tu avais besoin de moi à ce point-là. Donc, il va avoir toutes sortes de comportements très ambivalents et vous allez encore plus perdre complètement vos repères. Donc, pour quelqu'un de normal, vos moments wow sont là, vos moments wash sont là, mais avec un pervers narcissique, les moments wow sont là, mais les moments wash sont dans le 3e sous-sol. Donc, on perd complètement nos repères et on ne sait plus qui croire. Et évidemment, le ou la PN a ces comportements-là, surtout avec nous, ce qui fait qu'il y a une partie de l'entourage qui ne voit rien. Donc, si vous êtes dans une relation toxique avec un conjoint ou une conjointe toxique, ben, il est possible que votre famille ne voit rien et au contraire, le trouve ou la trouve tellement extraordinaire et ne comprendrait pas votre rupture. Par contre, vos meilleurs amis, eux, le voient et se demandent qu'est-ce que vous faites avec cette personne-là. Et c'est la même chose au travail. Les très bons amis qui sont capables de nous dire nos 4 vérités, ces gens-là voient la relation toxique. Mais pour les gens un peu plus loin, des proches qu'on voit moins souvent, ou des gens qui ne sont pas habitués à confronter quelqu'un, ben eux, évidemment, ne verront pas le comportement manipulateur. Alors, c'est comme ça que ça se met en place. Ça se fait très graduellement. Les 3 premières semaines sont extraordinaires, mais le extraordinaire, au bout de 3 semaines, commence à s'effacer tranquillement. Au bout de 3 mois, on est vraiment dedans. Là. C'était ma prochaine question. Je m'en allais demander quel était le laps de temps, justement, de toutes ces étapes-là. Comment on s'en sort? En fait, je vous dirais que la première chose, c'est de commencer à travailler sur son cerveau. Parce que ce qui est toujours très compliqué dans la relation toxique, c'est de gérer les pensées qui tournent en boucle et qui n'arrêtent pas. Parce que même si on sort de la relation toxique, la personne toxique, elle est rendue dans notre tête. Donc, même si on n'est plus avec cette personne-là, on l'entend, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Donc, ça va être important de commencer par vous forcer, mais vraiment vous forcer à reprendre des activités en dehors de cette relation-là. De vous inscrire à un cours de yoga, à un cours d'escrime, à un cours de karaté, à un cours de gymnastique, à un cours de scrapbooking, à un cours de quelque chose. Faire une activité en dehors pour commencer à reprendre contact avec des gens, reprendre contact avec vos amis proches, aller prendre un café sur l'heure du dîner. Donc, commencez à vous créer des garde-fous, des gens autour de vous qui vont être soutenants. Vous pouvez évidemment faire appel à un coach. Moi, j'en coach énormément des gens comme ça parce qu'évidemment, on va avoir besoin de mettre des choses en place. Et on commence à faire des exercices de reprogrammation du cerveau. Donc, par exemple, on peut commencer à faire de la méditation, de la cohérence cardiaque. Mais ce qui va être important, c'est de faire des exercices où pendant quelques minutes, on revit dans notre esprit un beau souvenir qui n'a rien à voir avec la personne toxique. Donc, par exemple, un moment où vous étiez en vacances, enfant, où ça sentait bon, les pivoines, les lilas, la rose, et vous vous remémorez ce moment-là. Un moment où un de vos parents a fait une tarte aux pommes, une tarte au bleuet, un moment où vous vous sentiez bien, un moment en avant du sapin de Noël, quelque chose où vous vous sentiez bien, et vous le revivez dans votre tête. Vous le revivez en réimaginant les images, en réimaginant les sons, en réimaginant les odeurs, en réimaginant les sensations corporelles. S'il y a un goût en plus, on l'ajoute. Et en réimaginant l'émotion que vous ressentiez. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire.
Et comme ça fait un certain temps que vous côtoyez la personne toxique, cette personne-là a fait en sorte que dans votre inconscient, on a une accumulation de moments toxiques. Et un moment toxique, si par exemple vous avez eu une dispute qui a duré 10 minutes, alors considérez chaque seconde de cette dispute-là comme des nouveaux moments imprimés dans l'inconscient. Chaque seconde que vous avez repensé à cette dispute-là, ce sont tous des moments de plus réimprimés dans l'inconscient. Chaque moment où vous en avez parlé, chaque seconde, on les met. Les cauchemars que vous avez faits, chaque seconde, on les remet. Donc, un moment de 10 minutes, pour vrai, dans l'inconscient, c'est peut-être 5000 événements. Donc, on doit augmenter la base de données des bons événements. Donc, on va prendre un souvenir agréable et on va le revivre en imaginaire, avec les 5 sens, avec l'émotion et idéalement avec des respirations en cohérence cardiaque. Donc, on inspire en 5, on souffle en 5 de façon fluide et continue, donc sans bloquer la respiration. Et on essaie de le faire idéalement dans un endroit où on se sent bien, idéalement en nature, parce que, évidemment, les arbres dégagent des molécules qu'on appelle des phytoncides qui vont venir booster notre système immunitaire et qui vont venir jouer aussi sur notre confiance. Et ça va permettre à ce moment-là de commencer à rebâtir une base de données positives dans notre cerveau. Ensuite, à ce moment-là, on fait appel à quelqu'un pour nous aider à se libérer. Et à partir du moment où on décide de mettre fin à la relation, on bloque les coordonnées cellulaires, Messenger, Facebook, LinkedIn. On bloque tous les accès de cette personne-là parce que notre cerveau va tomber en sevrage et il va chercher donc à se débarrasser de son sevrage et il va avoir des comportements compulsifs qui vont être d'aller voir le profil Facebook de l'autre personne pour voir si l'autre personne, si elle va bien, si elle s'est remise en couple, qu'est-ce qu'elle publie, qu'est-ce qu'elle dit contre moi. Donc, il faut absolument bloquer le profil Facebook de l'autre personne, bloquer le Messenger pour ne pas se retrouver avec 350 messages, bloquer le numéro pour pas que la personne nous envoie une série de textos. Et là, les gens vont me dire, oui, mais je veux savoir s'il me texte. Non, vous ne voulez pas le savoir. Parce qu'à partir du moment où vous voyez le texto, vous êtes contaminé. Donc, l'idée, c'est de bloquer toutes les communications possibles. Dans certains cas, quand ça se passe au travail, on va demander évidemment de l'aide de l'employeur. Si c'est l'employeur, bien, ça va impliquer probablement de changer d'employeur. Si c'est un supérieur immédiat, de changer de département si c'est possible. Mais évidemment, l'idée, ça va être de couper les ponts le plus rapidement possible. Quand il y a des enfants en jeu, bien évidemment, il faut garder à l'idée que le ou la PN va avoir des comportements qui vont s'imprimer dans l'inconscient des enfants. Alors, évidemment, si on se sépare, bien, au moins 50% du temps, les enfants ne sont pas contaminés. Et ça, c'est un gros plus pour les enfants. Ça n'empêche pas que c'est souvent des séparations qui sont houleuses, d'où l'importance d'avoir des garde-fous et d'avoir de l'aide. Est-ce que c'est l'étape la plus difficile de quitter et de bloquer partout le pervers narcissique ou la perverse narcissique? C'est pas toujours la plus difficile. Chez certaines personnes, ça peut être la plus difficile. Chez d'autres personnes, c'est les 3 semaines qui suivent. Parce que c'est vraiment comme arrêter de fumer. La personne peut dire, oh, c'est aujourd'hui que j'arrête, là, je suis tannée, je veux prendre ma santé en main. Le lendemain, quand le sevrage commence, puis que là, le corps commence à crier, c'est là où ça devient difficile. Et c'est pour ça que là, à ce moment-là, ça devient intéressant de faire appel à un coach qui est formé, entre autres, en EFT, en neurosciences et en hypnose. Parce qu'à ce moment-là, on peut aller travailler directement dans l'inconscient pour aller défaire les effets de sevrage. Et là, ça devient plus facile. Parce qu'évidemment, dans la relation toxique, on a tellement l'impression d'être soit en amour avec la personne ou d'être soit très lié, très connecté sur le plan des affaires. On doit aller couper ces liens-là dans le cerveau parce qu'évidemment, ce ne sont pas ni de l'amour, ni de l'affection. Ce sont des liens que l'on appelle des liens d'attachement. En fait, notre cerveau, il est attaché, il est ligoté, il est emprisonné par le comportement de l'autre. C'est donc un trouble d'attachement. Et ça, on peut le défaire par certains exercices, entre autres,
en hypnose, entre autres en EFT. Il y a des exercices de PNL aussi qui sont très, très, très aidants pour aider à augmenter la confiance, augmenter la motivation. Donc, ça peut être des façons assez extraordinaires là, d'y arriver. Et en neurosciences, on peut utiliser, entre autres, des sons binauraux pour aider le cerveau à se reprogrammer parce que le cerveau, il y a une très grande neuroplasticité, il peut se reprogrammer, mais on doit aller reprogrammer au niveau de l'inconscient, tout particulièrement au niveau du système réticulo-activateur, là où il y a des programmations inconscientes. Donc, le fait de parler à quelqu'un, ça fait réagir mon cerveau cortical, du raisonnement, de la logique, du langage. Mais la programmation, elle est vraiment en arrière au niveau du système réticulo-activateur. Et ça, bien évidemment, il faut aller connecter directement avec l'inconscient. L'hypnose, l'EFT, la PNL ont plusieurs outils pour aller justement reprogrammer cette zone-là dans l'inconscient. Et tu l'as dit, Annabelle, hein, que faut être soutenu pour faire toutes ces étapes-là. Par contre, tu as écrit plusieurs livres. Là, j'en ai sorti uniquement 3 parce que sinon, je n'avais pour tout le podcast à les montrer et à en parler. En fait, tu as écrit justement Relations sous emprise, comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel. Et j'ai pensé même sortir celui-ci que j'ai adoré, Détecteur de mensonges, comment distinguer la vérité du mensonge, parce que, entre autres, tu mentionnais dans ce livre-là que tout le monde ment. Oui. Et c'est pas quelque chose de facile à avouer. Et on s'entend j'imagine, dans une relation toxique, on se ment à soi-même. On se ment à soi-même. Et ce qui est difficile, c'est que comme on est en contact souvent avec le ou la PN, on est contaminé et on se met à adopter des comportements de la personne toxique. Et ça, pour quelqu'un de bien, c'est honteux, c'est ravageur dans le cerveau, mais c'est normal. Ça fait partie du cheminement. Et c'est pour ça que ça prend de l'aide pour se libérer et justement pour se débarrasser de la honte d'avoir eu soi-même des comportements de chantage affectif, des propos mensongers, des actions inadéquates. Donc, de pouvoir travailler avec quelqu'un qui est habitué, ça permet justement de venir calmer la honte, d'apaiser le système nerveux qui est vraiment dans une souffrance importante. Il y avait aussi « Libérez-vous de votre passé et accédez à votre puissance ». Donc, comme je l'ai dit, c'est sûr que j'encourage les gens là, à te contacter pour avoir un coaching en cas de besoin. Par contre, là, les gens qui aimeraient peut-être avoir de l'information avant d'entamer le coaching, ils peuvent se procurer là, tous tes livres, soit sur ta boutique, sur ton site Internet. Oui. Exactement, www.annabelle-boyer.com. Merci beaucoup, Annabelle. Ce fut très intéressant d'apprendre sur les relations toxiques. Et évidemment, là, tel comme que je viens de le mentionner, là, si vous êtes dans une relation toxique ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans une relation, des fois, là, de passer le mot, d'aller voir la capsule qu'on vient de faire ou d'aller voir la boutique là, des livres à Annabelle, ça peut aider grandement la personne qui n'aurait peut-être pas osé faire le pas que vous pourriez peut-être l'aider à faire. Alors, merci encore pour toute ton expertise, Annabelle, et on se retrouve là prochainement pour un autre podcast. Excellent, merci beaucoup. Merci tout le monde.